Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Il est de retour et il a été accueilli comme une rockstar à l'aéroport de Nice. Eli Wahi portera à nouveau le maillot rouge et noir cette saison. Vous l'entendrez et vous saurez tout sur le détail de ce comeback qui fait la joie des supporters niçois. À mes côtés autour de la table cette semaine, Léandra Diacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Et puis, lui aussi, il est de retour. Un retour important dans l'équipe de Gymto, le sémillant, le gendre idéal, toujours sur le marché, Antoine Delboulet. Salut Antoine. Salut Mika, salut à tous. Très heureux de te retrouver dans cette émission, tout comme on est très heureux de retrouver lui aussi un habitué du plateau de Gymto, une légende de l'OGC Nice, ancien défenseur et recruteur du club, Jean-Philippe Mathieu est avec nous. Salut Jean-Philippe. Bonjour et merci encore une fois. Bon, comment ça va? Tout va bien. Les tomates poussent toujours? Oui. Bon, ça va. Il n'y a pas que les tomates, mais ça pousse bien. C'est le principal. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur ce 0-0 sans surprise contre Lorient en ouverture de la Ligue 1. Nous vous donnerons les dernières nouvelles du mercato avec des mouvements côté départ cette semaine. Faut-il d'ailleurs recruter un défenseur central supplémentaire? Ce sera notre pour-contre de la semaine. Et puis, 3 nouvelles rubriques cette semaine et cette saison dans Gym Tonic. La tribune où vous, les supporters, aurez la parole chaque semaine. Le radar où nous suivrons l'évolution d'un jeune joueur ou d'un ancien aiglon encore en activité. Et puis les tirs au but, ça sera en fin d'émission. On jouera avec notre Jean-Luc Reichmann national. Antoine, un petit jeu donc en fin d'émission pour se divertir. Mais on démarre donc ce nouveau numéro de Gym Tonic avec ce 0-0 contre Lorient. Léandra, que l'on a vu venir, toi et moi, de très loin. Dès la semaine dernière, on le savait déjà. Il était totalement entendu. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas parié. Mais non, on a vu le match auquel on s'attendait. Un 0-0 avec une équipe de Nice qui était solide défensivement, qui a encore montré de bonnes valeurs dans la manière dont elle a envie de défendre ensemble. Et puis par contre, qui a manqué de poids offensif, parce que le retour d'Eli Wahi devrait changer. Très peu d'occasions. Diop en a eu une, mais Mvogo est intervenu. Klaus et Ngoumou aussi, Ngoumou en fin de match. Mais au final, c'était pas suffisant entre des équipes un peu en rodage et qui se sont finalement satisfaits de ce match nul. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Lorient. Des petites stats, évidemment, au niveau principalement des occasions de but de chaque côté, parce qu'on en reparlera, mais il y a eu quand même des occasions pour les Lorientais. 1,05 d'expected goal pour l'OGC Nice, c'est pas fameux. 14 tirs, un seul cadré contre 2 pour les Lorientais dans ce match. 21 ballons touchés dans la surface adverse. Là aussi, c'est assez équilibré. Jean-Phi, on le savait que cette équipe niçoise était plutôt à l'aise défensivement au vu des matchs de préparation et on savait aussi qu'offensivement ça allait être compliqué parce que le buteur n'était pas encore arrivé. Exactement, c'est super bien résumé. On a vu une certaine maîtrise. Moi, j'ai trouvé, parce que j'avais eu la chance d'assister à une séance d'entraînement avant Lorient, et ce que j'avais vu sur cette séance, je l'ai retrouvé en match. Mais c'est vrai qu'on était assez solide défensivement. Au milieu, on était costaud, on était capable d'aller chercher haut. Et j'avais dit ce jour-là à Roger Ricord, avec qui j'ai partagé la séance, j'ai dit, tu vois, il nous manque. C'est là au devant que ça manque. Et puis voilà. Il revient et je pense qu'il va débloquer beaucoup de situations. Mais c'est un nul très très encourageant par rapport à la saison dont on sortait. Donc pas de défaite, un point pris. C'est que du bonheur. Dans un stade à huis clos, c'était triste évidemment, Antoine, de suivre de cette rencontre. Mais comme l'a dit Jean-Phi, tu pars sur des bases solides plutôt correctes. Quand tu n'arrives pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est ce qui a été fait. Surtout que ce match, tu aurais pu le perdre, puisque je pense que Lorient a eu quand même les meilleures occasions dans ce match-là. À cause notamment des relances de Diouf, heureusement, il s'est bien rattrapé. Et on en reparlera dans l'instant tactique tout à l'heure. Moi, ce que j'ai... évidemment, ce match ne restera pas dans les annales, loin de là, 0-0, mais c'est quand même un point. C'est un clean sheet qui vient aussi
poursuivre la série de clean sheets qui avait été déjà entamée lors des matchs amicaux. Donc ça, c'est rassurant sur le plan défensif. Sur le plan offensif, on en a parlé. Zoumana Diallo a été encore trop tendre, mais bon, il est jeune et puis c'est pour ça que Wai a été recruté. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est un peu la relation entre Hein et Klose, que j'ai trouvé plutôt vraiment intéressante. Il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai aimé le match de Diop, le début de match de Diop, avant qu'il s'éteigne, parce que j'ai trouvé aussi, c'est lui qui s'est créé la meilleure occasion. Et puis le Monza a été solide, comme l'a souligné Leandra le lendemain dans le journal. Et voilà, donc c'est pas de surprise, même au niveau de ce qu'on attendait, même au niveau des prestations individuelles. Mais comme tu as bien lu Leandra le lendemain dans le journal, tu as vu que Leandra avait parlé du déchet de Sofiane Diop dans son jeu. Je t'ai vu hocher la tête, Leandra, quand Antoine a parlé J'ai parlé du début de match. Voilà, peut-être du début de match, mais c'est vrai que il est agaçant pour cela, Sofiane Diop, parce qu'on sait qu'il est pétri de qualité, mais ça manque un peu encore de constance. Ouais, c'est pas nouveau. Voilà, on sait qu'il est capable, comme il l'a fait la saison dernière, sur 2-3 mois, vraiment d'être à bloc et d'être décisif. Là, on avait déjà vu en préparation qu'il y avait toujours des bonnes intentions. Voilà, il se met dans le bon sens. Il fait énormément d'efforts défensifs aussi. Mais au final, il manque toujours quelque chose. Soit il y a une touche de trop, soit il est un peu à contre-temps par rapport à ses coéquipiers. Donc c'est sûr que Sofiane Diop, on l'attend à un autre niveau. J'espère qu'Olivier Pantaloni, qui a tout fait pour le garder cet été, trouvera la clé justement pour l'amener à donner plus, à donner mieux, à être plus décisif, et surtout qu'il arrivera aussi à trouver une complémentarité avec Melvin Barr s'il reste sur le côté gauche, parce que je trouve que c'est ça qui manque aussi, c'est-à-dire que les deux ne se comprennent pas pour le moment. Jean-Philippe, ouais, tu l'as Excuse-moi, je te coupe, mais j'allais dire, le jour où le tandem Barr-Diop va être au niveau du tandem Klose-Hein, ça peut être très très intéressant. En plus avec l'apport de Wai, parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, les deux, la connexion à droite, c'est impressionnant, quoi. Il faudrait pour cela que Melvin Barr reste à l'OGC Nice. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure dans le Mercato. On va évidemment parler des hommes de cette rencontre, mais j'aimerais que t'interroger sur l'état d'esprit de cette équipe de l'OGC Nice. On l'a beaucoup fustigé l'année dernière. Tu nous as dit que tu as eu la chance d'assister à une séance d'Olivier Pantaloni. Qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé, comme tout le monde est en train de le dire dans ce club? Mais oui, parce que ça m'a fait penser quelques années en arrière à Frédéric Antonetti. On avait la chance de pouvoir, on était logés en face du stade, on voyait les séances et on les retrouvait le week-end. Et là, c'était la même chose. Et quand Olivier doit hausser le ton, parce qu'il y en a un ou deux qui ne font pas les efforts, il le hausse une fois, 2 fois, mais pas 3. Et c'est là qu'on se dit... Il se passe quoi la troisième fois? Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais... Il n'y en a pas. Mais sur ce que j'ai vu, il n'y en a pas eu. Ouais. Mais ça dégage quelque chose, une force. C'est comme le PSG, tu cours pas, tu joues pas. Et là, on a besoin de ça. Mais ça fait pas tout. Antoine, tu peux pas ne baser ta saison que sur un nouvel état d'esprit, quoi. Tu peux pas baser ta saison que sur un nouvel état d'esprit, mais c'est important. Tu peux avoir 11 joueurs talentueux, mais s'ils n'ont pas l'état d'esprit, ils vont faire comme la saison dernière et se retrouver barragistes ou à lutter pour le maintien. Et là, moi, je pense que en tant que Niçois, je préfère voir une équipe avec 11 gars qui se battent comme des dératés sur le terrain, qui vont peut-être finir que 11e ou 12e, mais qui vont faire une petite perf contre accrocher le PSG ou battre l'OM. Et je serais peut-être plus content que de décrocher la Ligue Europa Conférence avec une équipe de mercenaires. Bon, voilà, ça c'était pour l'avis sur l'état d'esprit. Nouvelle rubrique, donc, je vous le disais, ça s'appelle La Tribune et c'est tout de suite. C'est la petite nouveauté de cette 5e saison de Gym Tonic. Vous allez pouvoir élire l'aiglon du match après chaque rencontre par l'intermédiaire du site X de Nice Matin. Alors X c'est Twitter, non seulement Twitter. Je te vois venir déjà Antoine. Non, j'ai rien dit du tout. J'avais pas fait de signe quoi que ce soit. Tu avais l'œil qui frisait un petit peu. Donc, mais il ne le connaissait pas celui-là, donc il était un peu perdu. C'est là où il y a toutes tes belles photos, c'est ça? C'est ça. Donc vous pouvez lire les
Aiglon du match dès après la rencontre. Et donc, on vous a fait voter, vous, supporters de l'OGC Nice. Et voici donc les résultats de cet Aiglon du match de ce Nice-Lorient. Eh bien, c'est Gauthier Hein, la nouvelle recrue, qui a été élue à plus de 50% Aiglon de cette rencontre devant le jeune Junior Manza et Jonathan Klaus. D'ailleurs, Gauthier Hein, Leandra avait eu la note de 6 dans Nice matin. On a regardé le match ensemble côte à côte. C'est ce qu'on se disait pendant le match. Il crevait l'écran, quoi. Il crève l'écran parce que... crever l'écran. Je vais rabaisser un tout petit peu dans un match assez moyen quand même. Oui, en fait, voilà. Et c'est un internaute, d'ailleurs, je ne sais pas si on montrera le commentaire, qui disait justement, voilà, on ne peut pas élire un offensif homme du match alors que l'équipe n'a pas marqué. Et c'est une bonne remarque. Mais c'est vrai que sur ce match... Gauthier Hein, on sent toute son intelligence de jeu, toute la complémentarité qu'il a créée avec Jonathan Klaus, parce qu'en fait, ce sont juste des joueurs qui sentent le football. Et quand tu mets deux joueurs comme ça qui sentent le foot sur le même côté, ça fait tout de suite des étincelles. Alors lui, il a bien conscience que maintenant, il va falloir qu'il soit décisif, parce qu'il n'a pas réussi à marquer depuis, et comme l'OGC Nice, depuis son arrivée. Ça sera... sa marge de progression, mais on voit que voilà, il est capable de descendre très bas, de prendre le jeu à son compte, et voilà, tout simplement d'accélérer le jeu aussi parfois, parce qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne pioche pour l'OGC Nice. Oui, on a vu beaucoup d'activité de sa part sur ce match-là, déjà. Souvenez-vous, la saison dernière, quand il vient avec Metz, il avait crevé l'écran. Donc là, c'est des bons prémices. Avec la préparation, un premier match, on sent déjà que l'intégration, elle est faite. Ouais. Alors, comme vous pouvez voter, vous pouvez aussi avoir quelques réflexions autour de cet Aiglon du match et pourquoi pas des questions. On va voir la première réflexion d'un supporter de l'OGC Nice sur le réseau X. Hein, au-dessus techniquement du lot dans ce match. Avec un Elie devant, on le gagne. Tu es à peu près d'accord avec ça? C'est ce qu'il a manqué. L'activité de Gauthier Hein n'a pas été suffisamment compensée peut-être par les appels de Diallo devant. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai très hâte de voir la collaboration entre Wai et Hein et Klaus sur le côté. Ça peut faire des étincelles. Alors, le deuxième de ce Aiglon du match, c'est Junior Manza. Là aussi, pour moi, on ne peut pas désigner un attaquant, comme tu l'as dit. C'est Jean-Yves Gégaud qui nous dit ça pour un match s'étant soldé par un score de 0-0. Donc, Junior Manza, c'était son premier match en pro. Junior Manza, si je ne m'abuse. Tout à fait. Il a plutôt tenu le choc. Le choc, pardon, pas le choc, on n'est pas dans le schnorr. Il a plutôt tenu le choc. Ouais, moi, ce que j'ai apprécié surtout, parce qu'on avait vu qu'il était solide, qu'il va se plaire à ce poste de défenseur central gauche. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est surtout avec le ballon, ce qu'il a fait, parce qu'on sent que c'est un garçon qui est très calme, qui peut aussi être audacieux, et il a cassé des lignes par la passe plusieurs fois, en choisissant pas forcément la solution la plus facile, mais en prenant des risques à la relance. Donc ça m'a beaucoup plu, et ça montre aussi le caractère d'un garçon de 17 ans, qui découvre un nouveau poste, et qui découvre aussi le monde professionnel, parce qu'on se souvient qu'il a signé son contrat pro, grâce aussi à l'apport de Roger Ricor, il y a quelques mois, 1 mois et demi seulement. Et comme le disait aussi le supporter du gym, Jean-Philippe, peu de déchets dans son jeu, ça joue juste. Oui, et puis il a montré une sérénité pour un premier match à 17 ans. Bon, c'est vrai que les conditions autour... mais alors, il a dégagé une confiance. On aurait dit que c'était sa 2e, 3e saison de Ligue 1, quoi. Ouais. Donc, c'est très positif pour l'avenir. Bon, et il y avait Jonathan Klaus donc en 3e position dans ce classement. Certains supporters nous ont fait la réflexion. On aurait pu mettre Yehvan Diouf parce qu'il est auteur d'arrêt quand même assez important dans cette rencontre. Mais il nous a fait aussi un peu peur. Et justement, il est dans le dernier instant tactique de Aurélien qu'on va accueillir dans quelques instants. Aurélien Mar, qui va nous parler donc des relances au pied de Yehvan Diouf. C'est l'instant tactique. Il est là, Aurélien, pour, on va le dire, pour ta dernière, on l'applaudit bien sûr, parce que tu vas nous quitter vers d'autres cieux, mais on était obligé de te faire un dernier instant tactique. Donc évidemment, tu vas nous parler des relances au pied, pas rassurantes, de Yehvan Diouf. Exactement, on termine comme on a commencé avec un petit instant tactique
à la bonne franquette, mais oui, c'est évidemment le point principal à relever côté gym sur ce match-là, avec les 2 relances de Yevan Diouf qu'on va décortiquer. La première sur une passe en retrait de Youssouf. Là, pour le coup, rien de particulier à signaler, si ce n'est que Manza et Everton sont bien démarqués. Donc jusque-là, pas de problème, mais faire notre choix. Parce qu'il y a un mais, évidemment. Yevan Diouf, donc, du coup, va contrôler de manière un petit peu hasardeuse, là, avec son pied gauche, on le voit. Donc, jusque-là aussi, pas de problème. Sauf que son contrôle, justement, est dans le sens du pressing de Koné. Et il va choisir d'utiliser son pied droit pour relancer sur Koulibaly, qui est en plus de ça le Niçois le plus serré de près par un Lorientais. Et c'est un problème d'orientation vraiment du corps pour Yevan Diouf qui ne veut pas changer le jeu quand il vient par la droite. On dit toujours. Ouais, parce qu'il aurait pu donner à Everton ou Manza qui était sur le exactement, sur le côté, rechercher une passe plus simple qui lui aurait permis finalement de relancer court comme Olivier Pantaloni le veut. Ce qui fait que Koulibaly du coup se retrouve un petit peu dans l'embarras et va lui rater. Aussi fait un mauvais choix quand même. Malgré tout, hein. Lui aussi fait un mauvais choix évidemment. Et puis là, vouloir donner à Youssouf. C'est ça. Puis là, techniquement, c'est mal assuré parce qu'il peut très bien assurer aussi sa passe sur Youssouf, mais techniquement, ce sera récupéré par Makengo, qui heureusement ne cadre pas sur cette situation-là. 2 minutes 30 plus tard, est-ce que Yevan Diouf a appris de ses erreurs ? Eh ben, pas vraiment finalement, parce que là, là en plus, c'est encore plus parlant parce que il a encore plus le temps finalement de se préparer à recevoir cette balle. Le pressing de Koné n'est pas encore lancé. On a vu Manza donc sur l'image juste avant qui était encore plus écarté. Le contrôle est toujours effectué du pied gauche, donc c'est normal, le ballon vient de la droite. Mais là, au lieu encore d'orienter son corps, il va revenir sur le pressing de Koné, et puis son contrôle, même intrinsèque, est mauvais. Il a un peu lâche. C'est ça, le ballon est beaucoup trop loin de lui. Et puis derrière, au lieu d'écarter et de changer le jeu, là encore une fois, il va décider d'alerter Everton dans l'axe une nouvelle fois. Dans l'axe, et puis c'est compliqué entre deux l'orienté. Vraiment, il essaye de casser la ligne avec son pied droit, mais c'est vraiment pas le jeu. Il aurait dû utiliser le gauche. Le ballon sera récupéré par l'ancien Aiglon Bernardo, qui heureusement va buter sur Diouf, qui a le mérite de bien se reprendre quand même sur cette action, mais voilà, les solutions étaient là et pourtant il s'est un petit peu embêté. Effectivement, reste à côté de moi Aurélien. Jean-Philippe, c'est vrai qu'on avait déjà ce débat l'année dernière sur les gardiens de but entre Yevan Diouf, Maxime Dupé, Claude Puel, quand il est arrivé, avait fait jouer la concurrence. Ce qui ressort peut-être, c'est que ça manque d'assurance peut-être chez Yevan Diouf et que du coup ça rejaillit peut-être sur ses coéquipiers de la défense centrale. Je sais pas, parce que moi je pense que c'est juste une question de justesse. Parce que j'ai regardé, c'est ce que demande Olivier, mais c'est sa justesse de passe qui n'est pas bonne. Sur la première situation, quand il va trouver Koulibaly, le jeu veut qu'il trouve Koulibaly. La réalisation après de Koulibaly n'est pas bonne. Mais c'est de plus en plus difficile pour les gardiens. C'est de plus en plus difficile. Parce qu'on leur demande beaucoup de jouer au pied. Beaucoup. Et je racontais tout à l'heure à Leandra, quand je suis arrivé, j'ai écouté Bruno Genesio, qui est dans une interview, qui disait « Ouais, on m'a parlé d'un gardien, le jeu au pied. » Et Bruno a dit au gars « Mais il sait faire des arrêts. » Et aujourd'hui, on oublie la spécificité du gardien, l'anticipation sur les sorties aériennes, les fermetures d'angle. On ne parle que de jeu au pied. Mais je trouve, vous êtes un peu sévère. Moi, je pense que c'est juste une question de réalisation. Parce que s'il réalise bien son geste, au lieu de trouver Bernardo... C'est ce qu'on lui demande aussi. C'est ce qu'on lui demande. Donc, il faut avoir, quand tu veux jouer court et relancer de derrière, il faut avoir un gardien qui soit à l'aise avec ses pieds. Mais regardez, il y avait Lyon-Fenerbahçe, le gardien de Lyon aussi, pareil, a essayé de repartir court. C'est ce qu'on demande au jour d'aujourd'hui. Et même moi, des fois, je me dis, mais
dégage. Ouais. Dégage, c'est pas Soulage ta grave. défense, On dégage fait un monter peu. le bloc, mais voilà. Et puis c'est un nouveau coach. C'est le nouveau. Des nouvelles sorties de balles aussi. C'est le qu'il faut nouveau assimiler. football. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Il y a ça aussi. Je ne le critique pas, mais je trouve qu'il a été quand même un peu dur. Après, pas après, son corps, il y a une Aurélien. question. Non, pas trop. Non, C'est un gentil dur. garçon. Après, il y a une question de prise d'information aussi, dans le sens où il peut aussi très bien orienter son corps pour aller chercher l'opposé. fait, Mais tout à fait. évidemment, c'est des réflexes à Mais, avoir. Puis il faut mais qu'il y ait des est-ce que solutions c'est aussi. pas des situations qui ont été travaillées à l'entraînement et donc elle arrive. Eh ben lui, il fait comme s'il était à l'entraînement, mais peut-être qu'à l'entraînement, Et oui, il y a moins de pression. Il a plus la sûreté de passe, parce qu'il y aura peut-être moins de pression. Eh oui. Mais ouais, je me répète, c'est le nouveau football. Mais le problème, c'est que là, la chance, c'est que Bernardo la rate totalement. Tout à fait. Mais si tu perds à cause de ça, le débat recommence et Ah, relancé, ouais, et c'est il va ça. falloir Tout à fait. qu'il soit plus sûr de lui. Tout à Parce fait. qu'en plus, ce qui est dommage, c'est qu'il gâche la bonne impression qu'il a montré par exemple en préparation. Alors le jeu au pied n'était déjà pas ça. Mais par contre, s'il y a tous ces clean sheets, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il fait vraiment des arrêts très bien sûr. importants. Mais et- après, c'est un suis très bon d'accord. gardien sur sa Sur ligne. sa ligne, Evan ouais. Diouf, on le C'est sait. sûr, oui, oui. Voilà, il a cette qualité-là aussi, et il faut la souligner Tout à fait. malgré tout. Est-ce que c'est perfectible, selon toi, qui a joué au football, mon cher Antoine? Tu n'as pas joué gardien de but, mais est-ce que c'est pas à ce niveau-là. perfectible? Bien sûr que c'est perfectible, il peut progresser. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé, mais je parle même pas que des gardiens. On se rappelle de Renato Sivelli qui sous c'est Claude Puel, hein, Sous Claude qui lui a dit Voilà. d'arrêter. voilà, qui dégageait sans arrêt les ballons et qui lui a demandé de relancer au pied. Puis et finalement, il avait avait jamais fait ça de sa vie, ouais, il avait déjà Renato. plus de 30 ans, enfin ou déjà très mûr pour un joueur de foot, et il s'en est très bien sorti finalement. Donc c'est une progression, c'est une habitude à faire, et oui, il peut que progresser. Il y a Evan Diouf, on progresse à tout âge. Hein. Bon, voilà, le débat Evan Diouf, on en reparlera. Ouais. C'était ta dernière, Aurélien, parce que comme on le disait, tu vas nous quitter. Donc, déjà, on te remercie. Bravo d'avoir été avec nous sur le plateau de Gymto. Ça a été un plaisir à chaque fois. Et à mon tour de vous remercier tous en régie ici sur le plateau. Donc ça a été un grand plaisir, et puis ça me permet de faire un coucou aussi au peuple niçois, et puis voilà, à tous les supporters du gym Tu sais ce que qu'on tu a vas accompagnés. faire, déjà? Je sais pas encore, mais Il est sur le verra marché, c'est un peut-être. très bon mec. Le mercato également. C'est un très bon gars. Toutes les rédactions devraient appeler Aurélien. Je deviens Aujourd'hui. joueur libre, mais on Ah, verra sur free agent, où est-ce que je pourrais rebondir, c'est ça, Ouais. exactement. Mais, En espérant peut-être mais- rebondir ici. On espère le retrouver quand même peut-être Pourquoi un jour, on sait jamais. Ah ouais, Pourquoi bah pas le oui, comeback c'est Le vrai que, comeback. tant qu'à faire, où t'as fait ta Un formation. retour à la vaut mieux- Iwaï. vaut mieux Nous faire rester, le c'est Wai. ça. Il Bon, va en tous les cas, on il va sera faire ravis le de te retrouver. Aurélien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et tes instants tactiques ont toujours été éclairants. Merci Mika. Voilà, il va nous manquer. Et merci à tous. Merci Aurélien, on l'applaudit bien sûr pour sa dernière, peut-être ou pas, avec nous. Merci Aurélien. On en a parlé évidemment depuis le début de cette émission, il est temps de l'entendre aussi également. Le focus est consacré à Eli Wahi. Accueilli comme une rockstar à l'aéroport de Nice cette semaine. On va déjà voir quelques images tournées par les caméras de l'OGC Nice du retour d'Eli Wahi du côté de Nice. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. Regardez ça. Sur Istanbul. Voilà, un accueil de rockstar. C'est beau à voir, hein, Jean-Philippe. Hein. Toi, t'avais pas eu cet accueil-là à l'époque quand tu revenais des matchs, Si, de la Coupe des choses comme de la ça. Coupe de France. Non, mais On va souvenez-vous. couper le son qu'on entende bien Jean-Philippe. Moi, je trouve que c'est mérité. Et puis, souvenez-vous, à la fin du match de barrage contre Saint-Etienne, Oui. il a montré qu'il voulait rester chez nous. Il l'a montré. Ah, il était en pleurs à la fin du avec match. le maillot, voilà. Donc,
Ben, c'est que du bonheur pour lui, c'est que du bonheur pour nous, supporters du gym, parce qu'il va vraiment être encore décisif cette année, quoi. On a parfois fustigé, et souvent à juste titre, l'attitude de certains supporters de l'OGC Nice. Là, quand on voit ça, évidemment, ça redonne le moral, ça redonne du baume au cœur, Leandra. Ouais, c'est magnifique parce que c'est une belle histoire, entre un joueur reconnaissant de l'accueil qui lui a été rendu et puis un public reconnaissant de tout ce qu'il a apporté la saison dernière sur 6 mois. C'est ce qu'on aime dans le football, c'est des images qu'on a envie de retenir. Et on espère maintenant, parce que ça tout l'enjeu là, des prochains mois, que cette belle histoire d'amour continuera avec des buts, avec de la communion. Il y avait le fameux retour de Nice-Lorient. Là, après Nice-Lorient, eh bien, il y a cette image aussi donc de l'accueil d'Eli Wahi à l'aéroport de Nice. Le football, ça va vite quand même. Oui, c'est sûr. Bon, on n'était pas à Istanbul non plus, mais après, ça fait chaud au cœur de voir ça. Je crois que ça fait même très très longtemps. Je crois que c'est depuis peut-être Balotelli ou, enfin, même pas. Je n'ai pas le souvenir non plus. Ouais. Nice, ouais. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ça. Et puis lui, qui avait déjà envie de revenir, de voir cet amour qu'il a pour le club et cet amour qu'on lui rend. Ça peut faire que quelque chose de beau au final. Et moi, ce que je retiens, c'est cette aventure humaine, ce coup de cœur. Et ça va complètement dans l'état d'esprit que veut mettre le club. C'est-à-dire, lui, il revient. On sent que c'est plus une question d'amour qu'une question d'argent, quoi. Cet esprit famille. Voilà. Et lui, il a besoin Eli Wahi d'amour. Ouais, il a besoin d'amour. Il a besoin d'un cocon. D'ailleurs, il l'a dit dans son interview. Oui, mais certains plus que d'autres. Et il a dit dans son interview que justement, il avait besoin d'être dans un contexte qu'il connaissait, d'être dans un endroit où il était bien plutôt que de partir à la Lazio ou dans un autre club. Et c'est là où il voulait être et c'est là qu'il pourra donner sa pleine mesure parce qu'on lui fait confiance. On va l'écouter justement sur la chaleur de cet accueil à l'aéroport de Nice. Eli Wahi, il était devant la caméra de Philippe Bercy. Moi-même, ça m'a surpris. C'est vrai que pendant certaines semaines, j'ai reçu quelques messages, mais je ne m'attendais pas à ça. Et je suis très content, très fier, et je le remercie. C'est vrai que l'année dernière, on est passé par des moments compliqués. Et aujourd'hui, de m'accueillir comme ça m'a fait plaisir. Et comme je l'ai dit, je suis très content, très fier maintenant d'être à l'OGC Nice. Et maintenant, c'est vraiment de tout faire pour leur montrer sur le terrain. Alors, si vous vous demandez ce qu'il a sur les t-shirts, ce sont des micros pour Eli Wahi, parce que c'est vrai qu'il y en avait quelques-uns pour recueillir évidemment la parole du nouvel attaquant de l'OGC Nice. On va regarder aussi les stats d'Eli Wahi sous le maillot niçois la saison dernière, avec donc ses 9 buts marqués sur les 19 matchs, grand artisan évidemment du maintien, avec également ses 2 buts lors du barrage retour face à l'AS Saint-Etienne. 8 buts du pied droit, 1 but du pied gauche. On voit que c'est un vrai droitier, pas de but de la tête. Encore, c'est peut-être perfectible pour lui. 2 passes décisives, 26 tirs cadrés, ça fait quand même un bon ratio. Un but tous les 3 tirs cadrés, c'est pas mal quand même pour un attaquant. Il a été d'une efficacité remarquable, surtout pour un joueur. Il faut se rappeler quand même d'où il revenait. Quand il arrive à Nice, tout le monde doutait finalement, parce que voilà, il avait une mauvaise réputation. Et puis, c'était un joueur qui n'avait quasiment pas joué de l'année précédente. Donc c'est assez énorme. Il y a ce premier but contre Strasbourg qui lance tout et ça change beaucoup de choses au niveau de la confiance. Et au-delà de ça, même au niveau du vestiaire, tous les joueurs demandaient à la direction tout le temps quand est-ce qu'il arrive, Eli, est-ce qu'il va venir. Enfin, voilà, pour ce que ça apporte en dynamique dans le vestiaire, en confiance et tout, c'est aussi très important. Parce que voilà, les joueurs savent aussi que s'ils lui donnent les bons ballons, ça va finir dans le but et ça, c'est important pour la confiance. On va écouter justement belle passe D de la part de Leandra, puisque Gauthier Hein s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse à propos de cette future complémentarité à avoir avec Eli Wahi. C'est un gros atout pour nous. Maintenant, moi je suis nouveau. Personnellement, je vais essayer de créer le plus de connexions possible avec lui pour le mettre dans les meilleures conditions, pour faire mal à l'adversaire. Je vois un peu son style de jeu. J'ai vu aussi sur les premières séances ce qu'il aimait, ce que j'aime aussi. Donc il n'y a plus qu'à mettre cette connexion sur le terrain et se chercher un peu plus. Ouais. Sur la première séance, on a mis des belles séquences de conservation et je crois savoir le football qu'il aime et je pense que c'est à peu près pareil pour moi. Antoine, ce sont 2 joueurs qui sentent le football, on peut le dire.
et Gauthier Hein et Eli Wahi. Ils sentent le jeu, ils ont un QI football assez élevé. Et là, on pourra se régaler, je pense, sur quelques actions. Et ça fait plaisir. Et puis, oui, d'avoir un joueur comme Gauthier Hein aussi qui peut être le pourvoyeur de ballon justement d'un attaquant, comme Eli Wahi, ça promet. C'est important pour le projet aussi, parce qu'on se disait, là, au début de l'été, c'est un peu flou. Et puis finalement, il y a Axel Witsel qui arrive, il y a Eli Wahi qui revient. C'est un énorme coup des dirigeants Maurice Cohen et Roger Ricard. Roger, vraiment, il est rentré dans la tête d'Eli Wahi pour lui dire « T'inquiète pas, tu vas revenir ». Et voilà, et ça s'est fait. C'était inespéré au début de l'été. Il y a eu un gros effort fait financier d'Ineos. Gros effort du joueur aussi qui s'assoit sur une sacrée prime, ça je peux vous le dire. Donc il y a tout qui est fait en fait pour que l'histoire d'amour elle continue. Avec donc une option, un prépayant de 1,5 million d'euros, c'est bien cela, sur les détails du contrat. Une option d'achat non obligatoire, a priori de 15 millions d'euros pour l'OGC Nice, et un salaire entièrement pris en charge par le club, mais il a fait des efforts là-dessus, c'est ça que tu voulais nous dire sur le Alors, il n'a pas fait des efforts sur le salaire. Parce qu'on dit qu'il est là à 300 000 euros net. Oui, 300 000 euros, mais c'est le brutalement, c'est compliqué. Voilà. C'est là où Ineos a fait l'effort, en fait, c'est ça que tu veux dire. Exactement, sur le salaire, parce que, voilà, comme l'avait dit William, la grille salariale était bloquée à 100 000 euros. Et là, ils ont dépassé pour Eli Wahi. Mais Eli Wahi, voilà, avait signé à Francfort une prime. C'était une prime de présence qui en fait était une prime de signature qui avait été étalée sur plusieurs mois. Et voilà, il a signé un papier pour s'asseoir sur cette prime qui se rapproche quand même un peu plus des 1 million d'euros. Donc c'est quand même assez énorme. Et... Pas beaucoup de joueurs l'auraient fait, Jean-Philippe, cet effort-là. Oui. Non, mais moi je rebondis sur ce que dit Léandra. Oui, c'est vrai, bravo Maurice et bravo Roger, parce que même Roger, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des doutes sur Roger en se disant « ouais, il a quitté le milieu ». Puis quand je vois ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est comme quand on fait du vélo, on remonte sur le vélo et ça repart. Et voilà, il est en train de nous créer quelque chose. Et puis, je pense que c'est pas fini. Il y a encore quelques jours de mercato et je lui fais confiance. Mais en tout cas, voilà, il a fait avec Maurice la cellule. Du bon boulot et on attend la suite. On attend la suite, évidemment. On reviendra sur le mercato dans quelques instants. Mais avant cela, l'état de forme d'Eli Wahi nous l'a lui-même confié. Il n'a pas beaucoup d'entraînement dans les jambes. On va écouter Olivier Pantaloni à ce propos. Est-ce qu'il peut déjà jouer ce dimanche face au Paris FC ? Mais il n'a pas beaucoup d'entraînement, donc l'explosivité, elle est naturelle chez lui. C'est surtout du coffre. Donc progressivement, en s'entraînant avec nous, il va le retrouver. Après, c'est pas quelqu'un à qui on va faire travailler le foncier. Il n'a pas besoin de ça. Mais malgré tout, il faut qu'il ait un peu plus de volume par rapport au manque d'entraînement qu'il a depuis pas mal de temps, quoi. On sent depuis son arrivée, ne serait-ce que sur les petits jeux et tout, l'importance qu'il a et ce qu'il peut amener à l'équipe. Donc forcément, c'est des joueurs dont il faut se servir et essayer de tirer le maximum. Donc en fonction de ce qu'il produira, on aura des échanges adaptés. On a commencé à en avoir et pour l'heure, ça se passe très très bien. Il risque de rentrer en cours de jeu, peut-être, c'est ça, à Paris Oui, moi je le vois bien rentrer pour la dernière demi-heure. Selon le scénario du match aussi, parce que voilà, même lui le disait, il ne faut pas prendre de risques non plus, de blessures, il faut le faire monter un petit peu crescendo, mais c'est sûr qu'il va faire du bien en fin de match, ce qui devrait aussi être le cas d'Axel Witsel. Bon, on va écouter une dernière fois Eli Wahi sur ses objectifs de la saison. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de regarder collectivement, regarder ma personne. C'est vrai que si demain je marque 10 buts et que malheureusement on est encore relégué, je pense que ça ne sera pas une très bonne saison. Aujourd'hui, regarder plutôt les objectifs collectifs qu'individuels. C'est pas parce que je suis venu, entre guillemets, en rockstar que faut que je me repose sur mes lauriers. C'est pas du tout le cas. Alors moi aussi de lever l'exigence et d'aider l'équipe un maximum. Voilà donc pour Eli Wahi et ses objectifs de la saison. On en parlait la semaine dernière avec William dans l'Indiscret. Il y a quand même cette épée de Damoclès
autour d'Eli Wahi et cette fameuse affaire du carton jaune pris contre Metz et des paris suspects autour de ça. Il n'a pas voulu aborder le sujet lors de sa présentation, ce qui est assez normal, il y a une enquête en cours, mais on est obligé d'y penser quand même malgré tout. Oui, après on se dit quand même que les dirigeants niçois se sont forcément renseignés sur la situation. Alors après, est-ce qu'ils ont leur entrée auprès du parquet, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui ont été rassurantes. L'audition, a priori, avait été quand même assez détendue après le match contre Saint-Etienne. Et puis voilà, on le rappelle, pour le moment, il n'est pas poursuivi. Voilà. Il n'est ni mis en examen, ni témoin assisté, il a juste été entendu. Voilà, en tant que témoin. Donc c'est sûr que, comme l'avait dit William, on ne peut pas anticiper les conséquences possibles de cette affaire. Il ne faut pas y penser pour le moment, et puis on verra si ça s'accélère. Mais voilà. Un mot, on a entendu Olivier Pantaloni, il y a eu un nouvel entraîneur, pourtant à l'Eintracht Francfort, qu'on connaît bien ici, c'est Adi Hütter, et assez étonnant d'ailleurs Adi Hütter, ayant vu peut-être un peu Eli Wahi évoluer ces dernières années en France, ne lui ait pas fait confiance dans sa nouvelle équipe. Je crois qu'Adi Hütter, il était parti avant qu'Wahi arrive, mais il l'avait vu sûrement à Montpellier et à Lens. Mais comme l'a dit d'ailleurs Wahi dans une interview, apparemment c'est pas Adi Hütter, les dirigeants. C'est plutôt les dirigeants de Francfort qui étaient contre le fait qu'il reste à Francfort et non pas à Adi Hütter. Et maintenant l'enjeu pour Eli Wahi, voilà, parce qu'il a fait 6 mois, il avait besoin de se relancer aussi. Il nous a rassuré sur son état d'esprit en disant qu'il restait revanchard, parce que maintenant il doit prouver sur une saison entière qu'il doit avoir la régularité, voilà, la bonne attitude aussi, et être capable d'aider l'équipe, de porter l'équipe sur une saison. Voilà, au-delà de ces 9 buts inscrits lors des 6 derniers mois, on en attend évidemment beaucoup. Espérons pas trop, ne pas trop lui mettre de pression aussi. Attention, ça c'est un joueur quand même. Oui, les autres ont le droit de marquer aussi. Voilà, les autres ont le droit de marquer et puis qui marche beaucoup aussi à la PEC. Les défenseurs auront le droit de marquer aussi. C'est ça, donc évidemment on suivra les performances d'Eli avec attention. On passe à la page Mercato, grande page Mercato évidemment, puisqu'on est à maintenant quelques heures, quelques jours. Ça finit lundi soir, c'est ça ? Ça finit mardi 1er septembre. Mardi 1er septembre. À 20h. À 20h. Sachant qu'il y aura encore des marchés ouverts pour les départs, notamment l'Arabie Saoudite, il me semble, jusqu'au 6 septembre. Alors ça a bougé, Léandra, cette semaine au niveau des départs, principalement. On a vu l'arrivée d'Eli, bien sûr, mais au niveau des départs, avec 2 déjà départs officiels, ceux de Mohamed Ali Chaud et le deuxième, c'est Kojo Pepra-Opong, mais ce n'est pas encore totalement officiel. Il passait sa visite ce matin, mais voilà, le transfert est calé pour une somme autour de 12-13 millions d'euros avec 10% à la revente pour l'OGC Nice. C'est bien vendu quand tu l'as acheté 2,7. La plus-value est exceptionnelle. Ça a été peut-être l'une des seules ou la seule bonne surprise du mercato dernier, estival en tout cas. Donc voilà, Kojo, il connaissait la D2 il y a 1 an et demi. Là, il va jouer peut-être la Ligue des Champions avec Fenerbahçe. C'est assez incroyable pour lui. Le club, je peux pas avoir le choix. Il y a Antoine Mendy aussi qui a été sollicité. Je pense que c'était bien de laisser la place aussi à un enfant du club, formé à l'OGC Nice. Et puis, si Opong venait à faire encore mieux, et ces 10% à la revente ferait du bien aussi. T'aimes pas qu'on parle que de chiffres, Jean-Philippe. Tu veux t'attacher à l'humain, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je vous écoute, mais je me dis, Opong, c'est quand même un bon travail de la cellule de recrutement. Ah, tout à fait. C'est quelque chose qu'on savait faire. Parce que... si vous me permettez 2 secondes, j'ai eu un peu des retours un peu négatifs par rapport à ce que j'ai pu dire lors de ma dernière venue chez vous. J'ai peut-être vexé quelques collaborateurs avec qui je travaillais. Je m'en excuse. J'ai pas fait Cambridge ni Oxford. Donc les formes, je sais pas. Mais dans le fond, tout ce que j'ai pu dire, c'était la vérité. Donc, vous voyez que l'OGC Nice est capable, Opong. D'aller chercher un joueur et de le valoriser. Donc je souriais, c'est pas pour les chiffres, c'est que l'OGC Nice était et est capable de faire des coups pareils. C'est pour ça que je rigolais. Parce qu'il fallait aller le chercher au Pong, quand même, en D2 suédoise. En D2 suédoise. Donc, on savait faire. Autre départ cette semaine, celui de Mohamed Ali Chaud. Et là aussi, plutôt bien vendu, Léandra. Oui, c'est assez inespéré, vu les saisons qu'il nous a fait à l'OGC Nice, avec beaucoup d'intermittence, même si quand même il a joué plus de 90 matchs, il a une dizaine de buts. Mais c'est sûr qu'il fait partie de la caste des joueurs frustrants. Et puis qui n'était pas forcément ultra positif dans un vestiaire. Donc c'est bien de s'en séparer pour entre 13 et 15 millions d'euros.
Pour lui, c'est aussi un bon choix de carrière. On voit 22 sur les ans, images l'attitude corporelle, tête basse, voilà, qui marche comme nonchalant, ça, c'est assez sûr que... nonchalant. Et c'est vrai qu'avec le coach Pantaloni, ça ne passait Ah oui, pas ça du passe tout. pas. Hein, Ouais. donc, voilà. Ça reste un gâchis, Antoine, pour toi, le Mohamed Ali Chaud, son passage à l'OGC Nice, pas le fait qu'il parte, mais son passage, il n'a pas des stats de fou, alors que les coachs lui ont fait plutôt confiance. À la Real Sociedad, c'était le même problème. Hein, et on a l'impression que quand il part là à Hull City, nous, on l'avait acheté dans la même condition dans laquelle il était à la Real Sociedad. C'est pareil, un joueur qui avait beaucoup de talent, qui avait prouvé à Angers qu'il était talentueux, et puis finalement, n'avait pas confirmé dans un grand championnat. Là, on voit qu'il a du talent, mais c'est vrai que même, comme tu disais tout à l'heure, son attitude corporelle, même si je pense qu'elle est naturelle, on sent que voilà, des fois, il n'a pas envie de se bouger, il n'a pas envie de... Et bon, la rentrée qu'il fait contre Lorient, oui, après, là, on sent C'est qu'il une énigme. était plus motivé. Après, il a beaucoup de talent, mais oui, c'est dommage. Mais je ne sais pas si ce joueur finira par percer. Et je ne suis pas convaincu que la première ligue soit un championnat pour lui. Mais peut-être. Très physique. Et puis surtout, Hull City, ils vont jouer le maintien. Ça va être difficile. Ça, il y a l'habitude. Du coup, on a vu ce que ça a donné. Avec l'OGC Nice, il n'a pas été très performant dans la course au maintien. Voilà, oui, déçu qu'il n'ait pas percé, qu'il n'ait pas prouvé toutes ses qualités qu'on avait décelées chez lui très jeune. Tu limites la casse en le revendant un petit peu plus cher que ce que tu l'as payé. Bien sûr. Non, la même chose, non? Ouais, la même chose. Ouais, il y aura des bonus un peu. Mais... Avec les bonus, tout ça, t'étais monté quasiment à 17 millions pour l'achat de Mohamed Ali. Oui, donc tu perds pas, c'est déjà ça. Tu gagnes pas peut-être énormément, mais tu perds pas. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait un sacré chantier pour Maurice et Roger Ricor. Ils s'y sont tenus et vendre les indésirables. Et ils s'en sortent. Et ils l'ont fait pour Terem Moffi aussi. Ils s'en sortent très très bien. Alors oui, Terem Moffi, on va en dire un petit mot déjà avec le communiqué de la conique de l'OGC Nice fantastique. Qui est fantastique, une seule phrase seulement, 12 mots, c'est peut-être 11 mots de trop. Au revoir. Juste un finito. Terminares. Mais non, mais concernant Terem Moffi, ce qu'on peut regretter là pour le coup, c'est quand même acheter 30 millions d'euros qui repartent à 2 millions d'euros. C'est la pire opération comptable, je pense, de l'histoire de l'OGC Nice. Mais sincèrement. Terrible. Mais après, quand on connaît l'état de ses genoux, c'est peut-être bien aussi d'avoir vendu. En fait, voilà, il y a des joueurs, il fallait, entre guillemets, s'en débarrasser. Le club a eu peur quand même que ça aille très loin, ça pousse très loin jusqu'au bout du mercato, parce que voilà, les agents voulaient en profiter aussi, essayer de résilier le contrat, choper une petite prime à la signature. Enfin voilà, ça a été un dossier très compliqué. Lui traînait un peu des pieds aussi, il voulait pas gérer. Alors, il paraît qu'il a quand même eu une attitude assez irréprochable quand il a été écarté au profit du groupe élite. Mais bon, voilà, c'était la fin de l'histoire. Il y a eu beaucoup plus de bas que de haut. C'est presque un euphémisme. Il s'est passé trop de choses la saison dernière. Et puis, qu'il fasse sa carrière à Hambourg, on verra s'il retrouve toute sa condition physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Porto n'avait pas souhaité le conserver. Non. Entre l'état de ses genoux et l'état d'esprit, ça faisait trop. Voilà, trop d'état défavorable pour Terem Moffi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer là sur ces 3 jours, Léandra, parce qu'il y a encore des joueurs à sortir. Et puis, Nice risque d'être attaqué, on en parlait tout à l'heure, sur Melvin Barr en particulier. Alors, le club va continuer à dégraisser. Là, le gros dossier en cours, c'est Hicham Boudaoui. Voilà, il y a des négociations vers Al Ittihad, elles étaient presque bouclées. Finalement, Ineos a essayé encore de surenchérir un peu, d'essayer de gratter un peu plus. Donc on va voir. C'est Ineos qui a essayé de gratter un peu là. Ouais, au niveau de l'argent, donc on va voir jusqu'où. Mais qui s'en mêle là dans ces cas-là? C'est qui? C'est Jean-Claude Blanc qui demande un peu plus? C'est une très bonne question. Et c'était quoi, 10 millions Alors je pense qu'ils le vendront un peu moins de 10 millions d'euros. Voilà, donc il faut que les négociations, peut-être que là, pendant qu'on est en train de tourner, c'est en train de se Alors j'ai régler. croisé au tirage au sort à Monaco hier de la Ligue des Champions Jim Ratcliffe et Jean-Claude Blanc qui étaient là. Ils sont passés évidemment, ils n'ont pas parlé, mais bon, ils sont présents en tous les cas sur la Côte d'Azur pour cette fin de mercato. Mais je pense que, Léandra, comme tu dis, je pense que si tu le vends 10, tu le vends 9, je pense qu'aujourd'hui... c'est malheureux, mais Hicham, il est en bout de cycle chez nous. Tout à fait. Pourtant, contrairement à Mohamed Ali Chaud, il a apporté lui vraiment à cette équipe. Et il a beaucoup de talent qu'il a, hélas, peu montré la saison dernière. Voilà, donc... pour service la fin de cycle, c'est un très bon résumé. Tout à fait. De toute façon, il traîne son spleen à chaque fois quand il rentre des compétitions internationales. Il met 1 mois et demi, 2 mois à revenir parce que c'est dur, il n'a pas envie. Donc voilà, c'est comme l'a dit Jean-Philippe, c'est une fin de cycle. Et puis on espère que ça va se boucler avec Al Ittihad, le club d'Arabie Saoudite. Et donc Melvin ? Alors
Avant cela, il y a 2-3 joueurs aussi qui risquent de partir en prêt. J'écrivais ce matin Brad Hamilton Mansunga qui a besoin de s'aguerrir un petit peu. Peut-être Victor Orakpo, Isiaga Kamara aussi. Voilà, donc ça c'est pour les jeunes joueurs qui pourraient aller un petit peu voir ailleurs. Et puis Melvin Barr, oui, il y a un risque d'être attaqué. Il y avait une rumeur Everton, mais pour le moment il n'y a pas eu d'offre formelle, concrète, qui a été formulée. Donc on en reparlera après pour le pour-compte, mais voilà, Melvin Barr, il y a peut-être une tentation aussi peut-être de le reculer s'il restait en axial gauche et de faire un piston gauche dans les prochains jours. Eh bien justement, tu sais quoi, avant que tu continues, on va écouter Olivier Pantaloni sur ce mercato de l'OGC Nice et sur ses souhaits dans les dernières heures. Il parle de ce piston gauche. S'il y avait des possibilités pour nous de recruter, il y a peut-être des postes sur lesquels je serais attentif, notamment le poste de piston gauche. Parce que pour l'heure, on n'a que Melvin disponible. Bon, Ali travaille bien pour son retour, mais on n'a pas de certitude qu'il puisse revenir très rapidement. Avec un seul piston dans l'effectif, c'est un peu juste aujourd'hui. Voilà, un peu juste pour ce rôle de piston gauche, surtout que est-ce qu'on peut dire que Melvin Barr est réellement un piston en plus? Parce qu'on connaît ses qualités défensives, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ses qualités de centre, c'est un petit peu plus compliqué. Et un piston demande d'avoir une bonne qualité de centre aussi. Je pense que le match contre Lorient et globalement la préparation a illustré ce gros manque de Melvin Barr dans ce domaine. Et Olivier Pantaloni, il n'est pas aveugle, donc il a vu que c'était un peu compliqué. Et c'est ça aussi qui empêche peut-être ce couloir gauche de se développer correctement, alors qu'on a vu qu'en axial gauche, c'était quand même très solide, sachant qu'on en reparlera, mais avec la blessure, en tout cas l'opération à venir de Bombito et le départ d'Opong, ce secteur va manquer un peu de monde. Oui, c'est pour ça que le départ peut-être de Mansunga en prêt est peut-être un peu étonnant quand on sait que ça commence à se déplumer un peu en défense centrale. Oui, mais après je donnerai pas mes arguments qui viendront dans le pour-contre. D'accord, allez, on va pas dévoiler tout ça. Et après, gros dossier, Mika. Abdoul Samed. Alors, le dossier Abdoul Samed, c'est un joueur qui, comme Mofi, a été écarté et s'entraîne avec le groupe élite. A priori, il y aurait une touche en Italie, à voir si elle se concrétise. Et puis, évidemment, l'objectif prioritaire du club, c'est de faire un deuxième attaquant, un attaquant polyvalent. Il y a un dossier qui avance très bien à l'heure actuelle, qui pourrait se débloquer ce vendredi soir ou samedi. Ça va être un bon Fofana de Lens ? Non. Non. Tu veux pas nous le dire. Tu veux pas dévoiler pour pas mettre en. J'ai peur de faire capoter le. Fofana de Lyon. Fofana de Lyon. Voilà. Ouais, on n'est pas là pour mettre le club en difficulté, donc si ça se concrétise, ça sera un bon coup normalement en prêt, avec encore un effort salarial d'Ineos. Écris-le sur le conducteur, comme ça la semaine prochaine quand tu reviens, on montrera à Léandra, elle avait raison, elle avait le nom. Avec plaisir, tu vois, voilà. Un stylo. Je te passe mon stylo, tu l'écris comme ça, hop, et on ressortira le conducteur la semaine prochaine si tu avais raison. Parce qu'elle a des bonnes infos toujours, Léandra, à ce côté-là. Mais oui, il nous manque. Ouais, évidemment, Jean-Philippe, on parlait d'Eli Wahi tout à l'heure, il faut un deuxième attaquant derrière Eli. Bien sûr, on ne peut pas faire toute la saison avec Eli seul devant. Cache-le, on sait jamais. Caché. Les caméras de Philippe et Sophie. Laissons faire les gens et puis je pense que alors, je ne suis pas au courant mais je pense qu'on ne peut avoir que des bonnes surprises. On a eu que des mauvaises surprises, donc maintenant on peut avoir que de bonnes surprises. Tu n'es pas au courant, mais t'as pas une petite envie de revenir là au club? On en a entendu parler à un moment donné. D'ailleurs, il y avait des questions sur Twitter à ce propos. Est-ce que Jean-Philippe pourrait revenir recruteur à l'OGC Nice? Mais comme je l'ai dit, oui, bien sûr que ma vie est là-bas, mais pour le moment, il n'y a aucun contact de travail avec Roger. Oui, Roger, c'est une relation amicale forte. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 18-19 ans, c'est Roger Ricord qui m'a tendu la main pour faire le recruteur. Donc, mais il y a des relations d'amitié, on s'appelle, de conseils, on boit un café. Il a créé un groupe d'anciens avec Didier Volpati, Philippe Boulon, Éric Cubillet. On a ce petit groupe. Mais ça s'arrête là. Pour l'instant, ça s'arrête là. Il sait. Il m'appelle. Il ne m'appelle pas
Voilà. Il n'y aura pas de problème. C'est pas grave. Ouais. Je serai toujours le premier supporter du gym. Bon. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les... Ah, ici, la petite passerelle avec Manchester United, là, on en a entendu parler un peu cette semaine sur les réseaux. Est-ce que tu t'es un peu renseigné par rapport à ça? Ouais, bah, j'avais eu des infos déjà avant, mais c'est vrai que c'était plus une intention que concret. Et puis finalement, voilà, je crois que Manchester United avait proposé 1 ou 2 joueurs qui n'étaient pas, comme il l'avait déjà fait par le passé, hein, mais qui n'avaient pas peut-être assez de base. J'ai lu, moi, des nommés Shido Obi. Oui, alors c'était pas eux. C'était pas eux, et Enzo Cannavini. Non, parce que Shido Obi, ça aurait été... C'est un bon joueur. C'est un bon c'est joueur. costaud. C'est pas Kevin Carlos. Exceptionnel au niveau des équipes de jeunes. Hein. Voilà, donc voilà, ça a été une tentation. Je ne pense pas que ça se fera d'ici la fin du mercato. Voilà, je pense que le directeur sportif Roger Ricord va peut-être s'envoler à Manchester, se faire un petit voyage là au courant pendant la trêve internationale. Au courant du mois de septembre, voilà, peut-être. Et puis après, il faut aussi rappeler que Ineos est dans l'intention de vendre, hein, ça a failli se faire cet été. Donc mettre une plateforme, une passerelle en place actuellement en se disant on va prêter les joueurs à l'OGC Nice, les développer pendant 2 ans et les récupérer. Est-ce que c'est vraiment le bon créneau à ce moment-là avec les intentions qu'ils ont? Mais rappelons, Antoine, que on peut enfin le faire, parce que les années précédentes, on était bloqué par l'UEFA et la multipropriété, puisque les 2 équipes jouaient soit dans la même compétition, soit en Coupe d'Europe. Tu ne pouvais pas faire ces passerelles-là ces dernières saisons, en tous les cas. Au début, il y a longtemps, tu aurais pu le faire. Quand Manchester United ne joue plus aucune Coupe d'Europe et que Nice, oui. Mais là, tu ne pouvais plus le faire. Tu peux le faire, et puis en plus, ça permettrait peut-être à des joueurs, des jeunes joueurs, de s'aguerrir dans un championnat un peu moins relevé que la Première Ligue, et même, pourquoi pas, servir dans la rotation de l'OGC Nice. Mais pas devenir Chelsea et Strasbourg, par exemple. Ah bah non. Où là, c'est le mauvais exemple de toute façon, ça ne sera pas le cas, parce que de toute façon, Ineos veut vendre. Donc, mais pour moi, je trouve que éventuellement, pourquoi pas. Mais bon, ça dépend évidemment des joueurs qu'ils envoient et qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis va savoir si les jeunes Anglais ne préfèrent pas rester au pays que de venir... Mais c'est peut-être pas que des Anglais, parce que là, tu vois, par exemple, tu avais des... Entre rester à Manchester United quand tu as 18-19 ans et débarquer sur la Côte d'Azur, tu vas où, toi, Jean-Philippe? Après, je sais pas, moi j'ai jamais bougé. Donc, ben voilà, donc t'as ta réponse, toi t'as pas bougé. Non, mais peut-être que les jeunes préfèrent aller en 2e division anglaise, rester dans le giron anglais pour continuer à se développer. Mais tu vois, je sais qu'il a été évoqué, même si c'est pas une possibilité, mais le Enzo Cannavini, lui, il est français. Il est parti à Manchester United, et peut-être, pourquoi pas, venir en France, ça ne lui déplairait pas pour mais je pense qu'il y a eu tellement de retard qui a été pris sur cette passerelle-là que c'est difficile à rattraper, je pense. Bon. Mais à voir, hein, peut-être qu'il y a une surprise d'ici la fin du mercato. Bon, on a hâte de te lire en tous les cas sur ce fameux nom. Si elle nous dit ça avec ce petit sourire. Mais c'est Jean-Philippe, c'est plus qu'il ne le dit pas. Elle est très espiègle, ma chère Léandra. C'est une espiègle, Léandra. Et elle en sait beaucoup, et elle a noté le petit nom sur le conducteur. Léandra est brillante pendant ce mercato, je tiens à le souligner. Bon, on va voir si elle va briller, tiens, sur le pour-contre, on y va. Pas en 30 secondes. Le pour-contre, on en a parlé un petit peu, puisque évidemment, avec les départs de Kojo, Pepra, Opong et la blessure à nouveau de Moïse Bombito qui va se faire opérer, le pauvre, de sa cheville qui risque d'être absent encore de longs mois du côté de l'OGC Nice. Du tibia, oui, pardon, pas de la cheville. Eh bien, le secteur défensif, qui était plutôt consistant, est en train de se déplumer. Faut-il donc recruter un défenseur central comme Léandra a déjà joué la semaine dernière à ce pour-contre, et que toi tu es tout nouveau là-dedans, c'est toi qui va commencer. Du coup, dans le pour-contre, avec la nouveauté, Jean-Philippe, cette année, 30 secondes pour essayer de te convaincre. On y va. Alors, moi, je pense qu'avec le départ de Opong et la blessure de Bombito, la défense centrale ne présente aucune garantie sur la durée, que ce soit en termes de fiabilité ou d'expérience. Là, ils sont plus que 5 pour une défense à 3. Même si Bard, Witzel et Koutoun peuvent dépanner. On a Youssouf et Abdelmonem qui reviennent. Ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont pas joué, donc ils peuvent être fragiles. Manza et Mansonga, s'ils ne partent pas, ils sont encore très jeunes. Et voilà. Et donc, en fait, ça va manquer vraiment de fiabilité. Il reste que Mendy qui est vraiment fiable. Et je me suis fait avoir. Mais donc, il faut absolument recruter un défenseur central de métier. Tu t'es fait avoir parce que tu as pris des notes, tu as écrit. Et il faut le faire tout. Oui, mais bon, vas-y, c'est sûr. Oui, c'est pour ça. On va voir si Léandra a appris la semaine dernière à être plus condensé dans son pour-contre. Tu es contre, du coup. Je suis contre.
On attend le petit coup de sifflet. Ouais, parce que pour moi, voilà, vu la latitude financière du club, il faut faire des concessions, prioriser d'autres domaines. Et moi, je vois plutôt le secteur du milieu et de l'attaque comme prioritaire. Je trouve qu'en défense centrale, avec 4 joueurs, plus Witsel, plus Barr qui peuvent dépanner, ça va très bien. Si le staff et le club a fait ce choix, c'est que Youssouf et Abdelmonem ont démontré des garanties physiques. Donc pour moi, ça le fera. Et puis, si ça ne va pas le faire, il y aura le mercato d'hiver pour rectifier, sachant que Bombito s'est fixé 4 mois pour son retour. Oh là, parfait! Incroyable! Et tu vois, tu te disais, oui, il nous faut 45 secondes, c'est pas assez, 30 secondes. Mais parce qu'elle a l'expérience aussi de la semaine dernière. Tu verras, le prochain coup, Antoine, tu seras parfait. Jean-Phi, il y a, défense centrale, on sait qu'il y a eu beaucoup d'absences l'année dernière à ce poste-là. Il y en a encore cette année avec donc la blessure à nouveau de Moïse Bombito. On sait que c'est fragile, Youssouf, c'est plutôt fragile aussi. Est-ce que là, t'es pas un peu juste quand tu veux faire une défense à 3 ? Non, je pense qu'Olivier vous a donné une réponse. On l'écoutera après. Il cherche un piston en pensant à Bard dans l'axe. Donc je pense que le club n'est pas parti pour prendre un défenseur central. Oui, mais c'est ce qu'on a compris. Mais bon, ouais. moi, ça me paraît quand même, quand tu joues avec une défense à 3... Sur l'instant T, oui. il pense ça. Peut-être que d'ici la fin du mercato, s'il y a une opportunité qui arrive, peut-être qu'ils saisiront l'occasion. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas parti pour faire un... Enfin, moi, ça me paraît, comme je l'ai dit, mais pas assez vite tout à l'heure, avec Youssouf et Abdelmonem qui reviennent d'1 an et demi de blessure, oui. avec Manza et oui, non mais Mansunga, s'il part pas, ils sont encore jeunes. Parce que s'il part Mansunga aussi, il faudra peut-être le remplacer, parce que c'est quand même un défenseur central. Là, tu partirais avec 4 centraux pour 3 places. Pour 3 places. Pour l'instant. Après, c'est sûr que Bard, s'il reste, lui, il peut jouer. Koutoun peut éventuellement faire aussi. Oui, mais t'as plus d'alternative à droite. Exact. Et t'as plus d'alternative après Abdi. Donc, oui, mais après, il faut se rappeler aussi que l'OGC n'est plus européen. Voilà, t'as qu'un match par semaine. T'as qu'un match par semaine. À un moment donné, il va falloir aussi. Je pense pas que Lorient ait une profondeur de banc exceptionnelle, qu'Angers, que Troyes, que Le Mans ait une profondeur de banc exceptionnelle. Donc il faut aussi s'adapter avec tes moyens et choisir là où tu as vraiment besoin. Et pour le coup, s'ils estiment que voilà, avec Barr et Witsel, ça suffit pour dépanner au cas où en cas de coup dur. Oui, parce que Witsel peut aussi effectivement jouer en poste de défenseur. Exactement. Central. Et puis la très bonne nouvelle aussi, on touche du bois, c'est que voilà, il y a eu la grave blessure d'Abergel. Il y a eu cette mauvaise nouvelle de l'opération de Bombito, mais il n'y a eu aucune blessure musculaire de l'été, et c'est déjà un progrès. Tous les bois possibles, là, voilà. parce qu'avec le GC Nice, on sait que c'est parfois un petit peu compliqué. Allez, le mot de la fin peut-être pour Olivier Pantaloni, faut-il recruter un défenseur central supplémentaire? Écoutez la réponse du coach niçois. On a des possibilités défensivement. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont que très peu apparus la saison dernière. Je pense à Mohamed Abdelmonem, mais en tout cas depuis qu'il est avec nous, il montre de très bonnes choses. Moi je suis agréablement surpris. On a Mendy, on a Youssouf, on a le jeune junior, on a Brad, Melvin éventuellement qui peut jouer axe gauche aussi. Donc pour moi je pense qu'on est assez bien fourni à ce niveau-là. Ouais. Ah, la défense centrale assez bien fournie pour Olivier Pantaloni. Nouvelle rubrique. Allez, vous allez faire connaissance avec le radar. Et tout au long de cette saison, on va essayer de suivre soit un jeune joueur qui est passé sous le radar justement de nos journalistes de Nice Matin, soit des anciens aiglons en activité qui performent ou pas d'ailleurs, c'est un peu le que sont-ils devenus également. Et là, pour la première, Léandra, on a décidé de s'attaquer à un jeune joueur qui était dans le groupe contre Lorient, jeune milieu de terrain qui a tapé dans l'œil d'Olivier Pantaloni, il s'appelle Abdoulaye Kamara. Ouais, et d'ailleurs, là, il y a une petite faute sur le petit conducteur, c'est Aboulaye et pas Abdoulaye. Oui, Aboulaye, oui, c'est vrai. Donc oui, tout à fait, Abdoulaye Kamara, il a fait son premier groupe pro là contre Lorient. C'est un jeune garçon qui est né le 10 février 2008 en Mauritanie. Donc il est arrivé en France quand il avait aux alentours de 10 ans. Tu vas le voir arriver là, apparaître, là, c'est magnifique. Et il est là. Tac. Magnifique. Il est là, Abdoulaye Kamara. On est plein de nouveautés. et en fait, ce jeune joueur, on l'a vu là depuis le début de la préparation. Il a notamment marqué contre l'OM en match de préparation, la victoire 3-0. Et c'est un joueur qui plaît énormément à la direction du club.
De là à dire qu'il va signer son contrat pro très rapidement, peut-être pas. Mais en tout cas, il ne faudra pas faire d'erreur de Boudache. Hein. Exactement. Mais en tout cas, il fait partie des candidats crédibles et qui devrait prochainement avoir droit à cette petite chance parce qu'Olivier Pantaloni l'apprécie beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il est arrivé à Nice à l'été 2025. Nice, c'est sa deuxième chance parce que il s'est fait virer du centre de formation du Havre après une altercation avec un coéquipier. Depuis qu'il est à Nice, je pense qu'il a compris aussi qu'il était passé pas loin de la correctionnelle et qu'il fallait une attitude irréprochable. Donc c'est le cas. C'est un joueur, un milieu de terrain qui rappelle un petit peu Tanguy Ndombele sur certaines facettes, notamment sa capacité à sortir du pressing, à rendre les ballons propres même quand on lui donne un petit peu mal, qui est un petit peu pas chétif, mais il a un corps un peu frêle et au final il a réussi à en faire une force, c'est-à-dire qu'il est très bon dans la conservation du ballon, il va très vite aussi. Donc c'est un joueur qui ne sera peut-être pas dans le groupe tous les week-ends, parce que il y a Axel Witsel qui revient, mais sur lequel le coach compte pas mal. En tout cas, il l'a séduit, comme on va entendre Olivier Pantaloni en parler. Ouais, on va l'entendre dans un instant. Évidemment, c'est l'objectif du Radar de suivre tout au long de sa saison. S'il joue avec le groupe élite, s'il joue même avec le groupe pro, on vous reparlera évidemment d'Aboulaye Camara. C'est un joueur que tu connais, on t'en a un petit peu parlé, Jean-Philippe, ou pas du tout encore? En voyant les images, je me dis, mais c'est le garçon que j'ai vu le jour de l'opposition interne. Parce que Nice devait jouer à la Genoa, puis ça a été annulé, et il y avait une opposition interne, et il m'a pété à la gueule. Alors, attends, on ne choisit pas notre Radar n'importe comment. Excusez-moi mes termes, mais il m'a pété à la gueule. Frêle, très intelligent, il sent le jeu, il sait où aller se placer, de la justesse technique, résiste à l'impact, mais de l'impact... si c'est lui, là on tient quelque chose de très très intéressant dans les mains. Alors évidemment Antoine, il ne faut pas s'enflammer ni rien, il a encore 0 match en pro, 0 minutes en pro en match officiel, mais ça fait du bien aussi de savoir que la formation de l'OGC Nice, et ça va faire plaisir à Jean-Philippe aussi, peut sortir des petites pépites comme ils l'ont fait avec Boudache, mais Boudache est parti. Mais c'est sûr. Après, là, en plus, cette année, il va y avoir de la place plus aussi pour les jeunes. Donc, ils vont pouvoir se montrer, comme Everton aussi. Donc, Koulibaly. Donc, c'est intéressant. D'ailleurs, le parcours, là, que tu disais que Camara là, venait du Havre, ça me rappelle un peu Diaco Fofana qui venait aussi du Havre. Oui, mais qui n'a pas eu la même trajectoire. Qui venait du Havre aussi à cause des problèmes. Nice l'avait récupéré après des problèmes aussi qu'il avait eu au Havre. Il avait beaucoup de talent. Ouais, après il en a eu après, mais il avait aussi beaucoup de talent, mais il n'a jamais percé parce latéral droit, c'est ça. Latéral droit. Il a gagné la Gambardella avec Nice. Il avait commencé à jouer en pro, beaucoup de talent, et puis après, malheureusement, il est perdu comme ça peut arriver. Il n'a pas suivi. Ça a explosé là-haut. Les jeunes. Mais beaucoup de talent. Ah oui. Un latéral droit. Je te confirme. Ouais, super bon. Ah ouais. Et il devrait porter le brassard de capitaine du groupe élite quand il y sera, quand il ne sera pas avec les carrément déjà. Ouais. Bon, ça veut dire son intelligence de jeu. Les mots de Olivier Pantaloni à propos d'Aboulaye Camara. Agréablement surpris, oui. Agréablement surpris, très vite intégré, des qualités assez importantes, même si on a le sentiment il peut paraître frêle de par sa taille et son poids, mais c'est un gamin qui a des jambes de folie et qualité technique, même sous pression, beaucoup d'explosivité, qualité technique aussi, donc joueur très très intéressant, oui. Voilà, on suivra la progression d'Aboulaye Camara toute cette saison. On s'excuse pour la petite faute sur le synthé. Promis, ça n'arrivera plus. L'indiscret. Un petit indiscret, ma chère Léandra, autour de la présentation de l'équipe, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le mercato, on en a déjà parlé. Là, on est un petit peu sur autre chose. Mais oui, rappelez-vous, l'été dernier, les recrues avaient été présentées sur la place Rossetti du Vieux-Nice. Donc là, on part un petit peu sur le même principe, mais place Arson, au cœur de la vie des Niçois, le 9 septembre. Avec, tu as les boules, Jean-Philippe. Exactement. Et ça fera partie un petit peu de cette journée, parce que le but de cet événement qui est encore en construction, ça sera vraiment de mettre l'identité et la culture de la ville au cœur de cet événement et vraiment de créer quelque chose de participatif avec les joueurs qui pourront participer à différents ateliers, peut-être les boules, le pilou, pas mal de choses pour vraiment créer un échange
entre le club et ses supporters dans un endroit un petit peu emblématique de Nice. C'est pas un 20 mots l'identité, parce que parfois on dit, voilà, Nice, ils en font beaucoup avec ces histoires de retrouver l'identité, choses, mais elle existe cette identité-là, il ne faut pas la bazarder. Et bien sûr qu'elle existe, et on a vu, dès qu'on l'a mise un peu de côté, tout ce qui s'est passé. Donc c'est bien de la retrouver, et comme je l'ai toujours dit, avec des gens qui ne viennent pas pour se servir du club. Là, nous avons... Mais pour servir le club. Ils sont là pour servir leur club, ils ont l'amour de ce club, donc laissons-les travailler et restons confiants parce qu'ils sont en train de démontrer que c'est sur la bonne voie. Donc moi je suis très confiant et oui, retrouvons cet état d'esprit niçois, soyons chauvins. Alors ça a pu de gêner, mais c'est pas grave. On voit. Mambati. Voilà. Voilà, il paraît que justement la présentation des recrues, il y aura peut-être un atelier jardinage avec Jean-Philippe Mathieu. Spécialiste des courgettes, des tomates, des poivrons. Des tomates, des poivrons. Des petits poivrons. Ils ont vu. Ils l'ont vu. Ils sont bons. S'il y avait Nicolas le jardinier, maintenant il y a Jean-Philippe le jardinier. Mais comme on va je l'ai peut-être dit, même faire une nouvelle rubrique dans Gin Tonic. Écoute, comme je des disais, petits conseils jardinage de Jean-Philippe. mais comme je l'ai toujours dit, avec mes mains, je faisais que des touches. Maintenant, j'arrive à faire pousser des tomates et des concombres. Et voilà. Et qu'est-ce que tu réussis le mieux, les touches ou les concombres? Je crois que j'étais meilleur avec les touches. J'exagère, mais peut-être que c'est moi qui ai lancé la touche la longue. mode Ah oui, c'est toi, c'est vrai à l'époque. Il le fait. Oui, c'est parce qu'il a pris exemple. sur Jean-Philippe. Sur la légende Jean-Philippe. Allez, on est à la bourre. On va parler évidemment du match entre le Paris FC et l'OGC Nice. Ce match qui aura lieu donc ce dimanche. Enfin, des buts, parce qu'on les attend un peu ces buts là. Maintenant, ça y est, ça fait quelques matchs de préparation. Maintenant, l'OGC Nice plus le match officiel. L'OGC Nice n'a plus marqué. Oui, tu m'as dit, a priori, on verra la compo probable. Il ne sera pas titulaire. Mais voilà, une petite émotion de but, ça serait sympa. Oui, c'est le moment. Je pense que tout le monde a besoin de se rassurer. Alors, la base était mise sur la défense et c'est logique. Nice était la pire défense avec Metz de la saison dernière en Ligue 1. Donc, il fallait retrouver ces bases-là. L'animation défensive, c'est entre guillemets le plus facile à travailler. Maintenant, il va falloir réussir à un peu lâcher les chevaux sans sacrifier cet équilibre nouveau pour cette équipe. Le petit chiffre qui va bien entre le Paris FC et l'OGC Nice, il va être tout simple, ce chiffre, eh bien c'est 0, comme le nombre de victoires de l'OGC Nice à Paris contre le Paris FC. Optimiste. Voilà, il y a des fins à tout, hein. Il faut mettre des fins. Et le Paris FC avait fait 0-0 contre 3 également en ouverture. Donc on espère quand même des buts là. Et si tu veux un autre chiffre, le PFC a dépensé plus de 50 millions d'euros sur le marché des transferts et Nice beaucoup moins. Évidemment, et l'historique des confrontations entre l'OGC Nice et le Paris FC depuis 1972. 8 confrontations, donc 4 victoires du Paris FC, un match nul et 3 victoires de Nice. Donc ces 3 victoires ont eu lieu du côté de Nice, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas eu de victoire de Nice à Paris. Et puis c'est assez équilibré, c'est même très équilibré, 13 buts marqués de chaque côté dans ces confrontations. On va écouter Olivier Pantaloni sur bien cette équipe du Paris FC. Quelle que soit l'équipe que l'on rencontre, je m'en fais pas une montagne, on essaie de les préparer au mieux. Alors c'est vrai que leur jeu n'est peut-être pas encore aussi bien huilé qu'il ne pouvait l'être quand Rossignol était à Strasbourg, mais on sent malgré tout les idées, les principes et la qualité aussi des joueurs qui composent cet effectif. Donc avec tout ça, c'est une équipe qui peut être redoutable, mais on se prépare. Une équipe qui a donc beaucoup recruté, tu as dit 50 millions d'euros avec quelques noms hein, quand environ, même. Oui, le Pagis qui vient de Lorient là, pour 15 millions d'euros, Sinayoko d'Auxerre 8 millions d'euros qu'on avait essayé de recruter déjà nous la saison dernière. Et puis Patrick Zabi, un jeune milieu de terrain de Reims qui ont payé 25 millions d'euros. Combien ? 25 millions, mais ça date déjà du mois de février dernier. 25 millions d'euros pour un milieu de terrain de Reims. Voilà. Et puis bon, de toute façon, voilà, ils ont une équipe. Ils ont un effectif avec la famille Arnaud qui pourrait être européen, on va dire. Hein. Peut-être pas Ligue des Champions. Liam Rossignol qui vient de Chelsea quand même. Hein. Donc bon, il est pas arrivé. Ça s'est pas très bien passé à Chelsea. Non, mais il était à Strasbourg, il a fait du bon boulot et puis je pense qu'il n'arrive pas avec un petit salaire. Bon. Alors, en tous les cas, oui, ça fait partie des équipes qui prétendent à une place européenne cette saison, le Paris FC. La compo probable de cette rencontre.
La semaine dernière, c'était Nice à la Bella. Là, c'est tous ensemble le chant des Et supporters. tout à fait, incroyable. de l'OGC Nice, c'est incroyable. Est-ce que ça va changer à chaque fois? À la technique, c'est génial ce qu'ils font. Ouais. Léandra, bravo. Et ben voilà, une compo qui ne va pas être très différente de ce qu'on a connu contre Lorient, avec Yvan Diouf dans les cages, une charnière centrale, Mendy, Youssouf et Mansa. Piston droit, Jonathan Klaus, piston gauche, Melvin Barr, et puis toujours ce double pivot, Everton Koulibaly, même si le coach a quand même annoncé que Axel Witsel aurait besoin de temps, mais qu'il était plus proche de démarrer une rencontre qu'Eli Wahi. Et puis devant, on va tenter la petite surprise avec Nathan Ngoumou qui serait titulaire en numéro 9 à la place de Zomana Diallo, aux côtés de Gauthier Hein et Sofiane Diop. Alors Nathan Ngoumou, c'est pas vraiment son poste, lui il est plutôt à l'aise dans le couloir, mais Zomana Diallo a montré quand même qu'il était bien tendre, et puis Nathan Ngoumou a fait une belle entrée, donc pourquoi pas jouer peut-être 50, 60 minutes, et puis laisser la place à Eli Wahi. Il n'est pas question de laisser Melvin Barr au repos, même s'il était attaqué pour l'instant par un club. C'est pas la tendance. Non, le club pense pouvoir être attaqué sur Melvin Barr, qui fait pas non plus, il n'a pas fait un très bon match contre Lorient, il s'est pas forcément énormément montré, et puis sa saison dernière ne parle pas forcément pour lui non plus. Donc le club se projette quand même avec Melvin Barr pour cette saison. Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être plus dans un rôle d'axial gauche que de piston gauche. On verra selon peut-être le recrutement et le retour d'Ali Abdi. Mais en tout cas, selon Olivier Pantaloni, le groupe est quasiment au complet. Je vais revenir sur ce que tu as dit sur Axel Witsel. Tu as mis Everton pour le moment à la place de numéro 6-8. Qu'est-ce qui manque là à Witsel pour qu'il puisse commencer? Un peu plus d'entraînement peut-être? Oui, en fait, il avait prévenu quand on l'a rencontré la semaine dernière qu'il aurait besoin de bien 10-15 jours pour retrouver du rythme, parce qu'il avait continué à s'entraîner. C'est un grand professionnel, mais les entraînements, rien ne remplace les entraînements collectifs. Donc le but, c'est, il a 37 ans, de ne pas prendre de risques non plus. Et puis Everton a quand même montré de belles choses contre Lorient. Ce milieu de terrain jeune, il est encore un peu timide, notamment dans son jeu vers l'avant, mais ça va venir, ils ont besoin de prendre confiance aussi. Et puis après, il faudra voir Axel Witsel dans un double pivot, il l'a déjà fait, c'était il y a longtemps. Est-ce que à son retour, Olivier Pantaloni ne passera pas peut-être à un milieu à 3 avec Witsel en pointe basse, et puis deux relayeurs, donc soit Everton, soit Koulibaly, Morgan Sanson quand il reviendra aussi, car il est espéré autour de la trêve de septembre. Voilà, pour Morgan Sanson, effectivement, qui est en phase de réathlétisation, comme on dit maintenant, dans le football. On passe au cadeau de la semaine. Le cadeau de la semaine, et cette semaine, nous vous faisons gagner 2 places pour la rencontre entre Nice et Le Mans, qui aura lieu la semaine prochaine, le samedi 5 septembre, du côté de l'Alliance Riviera à 20h45. Pour cela, vous en avez l'habitude maintenant. Il vous faut pronostiquer le score de cette rencontre entre le Paris FC et l'OGC Nice, et puis le nom des buteurs, s'il y en a, avec le hashtag Gymtonic, une rencontre spéciale, ce Nice-Le Mans, puisqu'il s'agira de commémorer les 10 ans de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Un maillot spécial sera porté par les joueurs à cette occasion, et puis l'OGC Nice qui fait un appel aux familles des victimes pour les inviter pour cette rencontre. Il suffit de vous faire connaître auprès donc du club pour être invité à ce match. Donc Nice-Le Mans samedi 5 septembre 20h45 du côté de l'Alliance Riviera. On passe à une nouvelle rubrique encore une fois, c'est les tirs au but. Alors, je ne sais pas toi, Jean-Philippe, mais moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas quel est le jeu que nous a concocté cette semaine notre ami Antoine Delgoulet. Les tirs au but, c'est une nouvelle aussi rubrique de l'OGC Nice. On le faisait plus ou moins dans un souviens-toi la saison dernière, oui, mais là, on a décidé d'appeler ça les tirs au but. Mais les tirs au but, donc c'est 5 tirs au but, 5 questions. Allez, on y va. 5 questions sur un joueur qui a joué à la fois à l'OGC Nice et qui joue au Paris FC. D'accord. Pierre Lesmelou. Voilà. Donc c'est autour de Pierre Lesmelou. C'est autour de Pierre Lesmelou, le thème. D'accord. Donc 5 questions sur Pierre Lesmelou. Alors c'est le plus rapide qui répond et qui marque le point. Allez, on fait comme ça. Voilà. Alors première question, à quel âge Pierre Lesmelou a-t-il joué son premier match en pro? 21 ans.
24. On est 24 aussi, j'aurais dit, moi. Et c'était 22 ans, donc un Ah. point pour. Ah, j'étais plus proche. eh Ah oui, oui. il a commencé tard sa carrière Oui, professionnelle. mais tu vois, 24, moi j'aurais pensé, avant d'aller chercher, j'aurais pensé. C'est tard, 24 ans. Exactement 24 ans, Ouais. mais c'était avec Dijon à 22 ans Dijon. en Ligue 2 en août 2015. Et c'était parce qu'avant, il jouait en CFA2 au Lège Cap Ferré, en 5e division, et il avait été du coup recruté par Dijon. Donc, donc un point pour Mika. Allez, c'est parti. On Euh, débloque le compteur. Voilà, deuxième question. Pierre Lesmelou a joué 140 matchs au gym entre 2017 et 2021. Pour combien de buts? 20. 7. 9. Léandra, c'est 18. Ah ouais? Ouais. Léandra la plus proche. 18 buts quand même. 18 buts quand même. Ouais, j'aurais pas pas cru mal. non plus, ouais. Eh, il y a une belle frappe. Il a une belle frappe de une belle loin, frappe, ouais. Pierre. Et puis il marquait des petits buts de raccro des fois. Donc là, on le voit au gym en train de célébrer justement un de ses buts. En 2016. Troisième question, donc un point pour Léandra, un point pour Mika. Troisième question, Pierre Lesmelou a quitté l'OGC Nice en 2021. Il a rejoint quel club? Brest. Brest. Ah, elle était Ouais, plus ouais, elle rapide. était plus rapide. Brest. C'est ta réponse aussi? Ah bah non, c'est pas Brest d'ailleurs. C'est pas Brest. C'est pas Brest du tout. Attends. C'est pas Brest du C'est tout. pas Brest du Ah, mais tout. non, il est parti en Angleterre. Oui, quel club? Ah, Je laisse une deuxième chance. Alors, Middlesbrough. Pas mal. J'avais juste envie de le dire. Non. Je vais dire une bêtise. Ouais, c'est pas grave, dis-la. Norwich ou un truc comme Ouais, ça. Norwich. Mais la regarder au-dessus de mon épaule. Comment j'ai pu regarder? Mais parce que t'es à côté Je de moi. louche. Norwich. J'aurais pas cité Brest si je savais que c'était Norwich, je te le dis. Hein. Oui, mais alors donc c'était Norwich Ouais, il s'était fait mal. Évidemment. en première ligue et ils ont été relégués dans la foulée. Il restait qu'une saison avant de rejoindre Brest. Effectivement, il va être le capitaine. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, j'ai un oublié point pour Norwich. Léandra. Allez, Allez, 2 points pour Léandra qui mène la danse. Jean-Philippe, il va falloir débloquer le compteur là. hein. Oh, j'ai enfilé. C'est difficile. Quatrième question, un peu plus technique. Pierre Lesmelou a joué 5 matchs en Ligue des Champions avec Brest. Il a joué face au PSG 2 fois, face au Bayer Leverkusen, face au Sparta Prague et face au Real Madrid. Et il a marqué un but. Contre qui a-t-il marqué? Un but superbe, une reprise de volée. Leverkusen. C'est le premier, c'est ça. Bravo. C'était Leverkusen. Et là, on voit sa reprise de volée et où il marque On justement ce but. Ah, l'équilibre est parfait, Ouais. là, ça se Ah, voit. ouais, c'est C'était à Guingamp. Leverkusen. Voilà. Balle de match. Voilà, et c'était pour une petite pensée pour Eric Roy. Évidemment. Et voilà. un hommage sera rendu à Eric, hein, d'ailleurs, aussi, lors de cette rencontre entre Nice seulement. Il y a déjà eu un hommage et avec une minute de silence lors de la rencontre face à Lorient, mais là aussi, il sera associé à cette rencontre. Ouais, et ce match où Pierre Lesmelou avait marqué, je me rappelle d'Eric Roy à Guingamp qui avait célébré avec le public, c'était une très belle image. Dernière question, donc on est à 2 partout. C'est ça. Pour quel montant Pierre Lesmelou a-t-il été transféré de Brest au Paris FC fin août 2025? 3-5. Le plus près. Oh non, 20, non? Ah ouais. 20. J'allais dire une 15, entre 15 et 20. Ah ouais, 6,5. Ah, d'accord. Oui. 6 millions et demi. Eh ouais. Donc, Même je moi, pensais j'étais un que peu c'était bas, énorme, mais hein. il faut pas s'enflammer non plus. Hein. voilà. Laisse-Melou, attends. Non, non, c'est un bon joueur, mais Ouais. bon. Non, Pour mais oui. un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Il avait perdu un petit peu la dernière année à Brest, puisqu'il avait été beaucoup blessé. Et une victoire de Mika. Pour Bravo. le premier, 3 à tir 2. au but. Youhou. Le Ouais. mo- Qu'est-ce que je gagne? Le moins nul. Rien, mon estime est encore. Ah bah ça c'est bien. Il faut cher ton estime, Antoine. Moi, Ouais, je suis très fier cher. d'avoir ton estime. Très cher. Bon. Jean-Philippe, il faudra que tu reviennes pour marquer des points dans les, Oh non. dans les tirs au but. Est-ce que tu faisais des tirs au but, toi, ou pas? T'étais un tireur? T'étais dans les 5? J'ai eu tiré les Ah ouais. pénaltys. Mais dans les ouais. 5 ou t'étais sur Non, qui en se match. cachait un peu? En match, en match. Ah, en Non, match. non. Ouais. Et je me rappelle, Au match. c'est le jour où tu marques ton fameux triplé. Non, pas de Ah, t'avais pénalty. pas de penalty? Pas de pénalty. Non. Ça, c'est trop facile. Non, c'est Il y a eu des matchs où... Mais dans les séances, est-ce que t'étais parmi les tireurs désignés ou pas? Est-ce que tu t'en souviens de ça? Alors écoute, il y a eu très peu de fois où on est allé aux séances de pénalty. Ouais. Très peu de fois, voire quasiment pas. Mais en plus, la Coupe de France, ça n'avait pas joué à la finale. Bah, t'étais pas obligé de lui rappeler. Ça, c'est autre chose. Antoine, Ça, c'est super, autre chose. merci. On Ça, était c'est là en autre train chose. d'être sympa. Mais moi, si j'ai juste un petit mot à dire, j'ai Ah vu ben, que ouais. vous avez fait gagner des places. Ouais. Je voudrais faire juste passer un petit message à Allez, vas-y. Virginie Rossetti. Oui. Virginie, est-ce Qu'on que... embrasse, qu'on aime. On adore. Ouais. Est-ce que c'est possible que je puisse garder mon abonnement avec 2 places pour aller
voir notre club Ah, pour la saison à Eh ben venir. voilà, écoute, le message, Le message est passé. À Virginie, Voilà. je pense que là, elle peut que dire oui. Bah, Je pense qu'elle Et est... d'ailleurs, on donnera la réponse la semaine prochaine. Oui, avec l'attaquant que Exactement. tu as donné, évidemment. Bah, j'espère qu'il n'est pas sorti pendant Que- qu'on tournait. Léandra. J'arrive pas à lire. Moi, je vais le sortir, tiens, pour la peine que tu as sorti Norwich. Oh, je te jure que j'avais pas lu. Bon, Jean-Philippe, merci beaucoup en tous les cas. Merci à Bonne vous. continuation comme à chaque fois. toi. Merci, C'est un Jean-Philippe. plaisir de Ouais, t'avoir merci, sur le Jean-Philippe. plateau. Vous savez, toujours. quand vous avez Avec besoin de moi, expertise, Ouais. voilà, Avec et sans grand, langue grand de bois, plaisir. ça c'est Jean-Philippe, on peut surtout compter quand sur on lui. parle de notre gym, je suis toujours présent. Eh ben, avec plaisir. Merci Léandra, merci Antoine, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. Le mercato sera terminé, on pourra en faire le bilan. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.